Pour cette deuxième partie de journée, après s'être intéressé ce matin à la définition des termes, à l'évolution de la fabrique de nos villes et de nos villages, on entame un temps d'échange dédié au partage d'expériences et d'outils. On va notamment s'interroger sur notre relation aux vivants dans les villes et la manière dont les regards des fabricants de la ville et des villages et des villes évoluent. Mais dans un premier temps, on va plonger dans la réalité des politiques publiques liées à l'aménagement avec un dialogue autour de la sobriété foncière. Pour animer cet échange, c'est Bruno Marmiroli qui va vous accompagner, le directeur de la mission Val-de-Loire. Et puis à ses côtés, Christophe de Gruel, le président d'Aglopolis, et puis Xavier Pelletier, préfet de Loire-et-Cher. Eh bien, je vous laisse jusqu'à 14h40. Bonjour à toutes et à tous, c'est impressionnant, plein. Merci d'être là. Donc effectivement, j'ai la tâche d'animer une discussion sur un thème évidemment qui est en lien avec le thème de la Biennale et qui pose de nombreuses questions entre les outils techniques réglementaires, les choix politiques, mais aussi les choix philosophiques de notre rapport au sol vers une sobriété foncière vivante. Alors pour introduire, j'avais choisi un petit article récent du journal Le Monde qui date du 13 septembre 2024, où la chercheuse Yamina Sahel essayait d'expliquer en quoi finalement il fallait un peu reconvoquer nos représentations de ce que pourrait être une sobriété. Elle évoque évidemment la loi, le terme qui apparaît en 2015 dans la loi sur la transition énergétique, que vous connaissez, et elle se pose la question sur le fait de dépasser un peu le cadre des normes pour interroger la notion de sobriété. Le terme est mal perçu, pour ne pas dire mal vécu, puisqu'il nous oblige à remettre en cause les schémas de pensée avec lesquels nous avons grandi. Un progrès associé à la possession d'objets techniques, à la grande mobilité, à la vitesse, à la capitalisation de choses. Donc Yamina Sahel propose plutôt d'expliquer la sobriété à travers le fait de naviguer entre deux limites. Donc c'est sur cette première question que je voudrais interroger les intervenants présents. La limite planétaire, c'est-à-dire la prise de conscience pleine et entière que l'activité et la consommation humaine doivent respecter un seuil écologique, on en parle beaucoup, sous peine de modifier les grands équilibres naturels. C'est une limite haute qui est liée évidemment à la notion de solidarité, de justice. Et puis la limite basse, qui est liée à la notion de garantie d'un bien-être pour tous, principe de justice également, afin de trouver des manières de vivre ensemble dans le respect de ces limites. En discutant avec Christophe de Gruel, il avait trouvé un terme que je vous propose, qui était plutôt la notion de limite locale. Voilà, donc la sobriété, ce serait pour nous collectivement de naviguer entre ces deux limites. Donc je vais me tourner vers Xavier Pelletier, puisqu'on a convenu cette entrée en matière, pour vous faire réagir à la fois au thème et en même temps aux propos de Yamina Sahel. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Moi j'ai compris que la définition du thème vers une sobriété foncière vivante, c'était l'œuvre de Grégoire. Et donc je me suis livré à un petit exercice qui consiste à essayer de redéfinir, de requalifier, pour voir si j'avais bien compris. Alors j'ai imaginé deux autres définitions. La première, si j'ai bien compris encore une fois le thème, c'est comment habiter, occuper autrement le territoire en préservant nos équilibres vitaux. Et la deuxième définition que je souhaitais vous proposer, c'est peut-on envisager un aménagement du territoire radieux, et vous comprendrez pourquoi j'utilise ce terme, c'est-à-dire rayonnant de promesses durables pour une terre résiliente. En fait, cette thématique, elle n'est pas nouvelle, elle est presque éternelle, et en regardant un petit peu ce qui avait déjà été écrit et ce qui avait déjà fait l'objet de beaucoup de réflexions, je suis revenu vers Yona Friedman. Vous connaissez cet architecte qui est malheureusement mort en 2019, qui était avant-gardiste, qui avait travaillé beaucoup sur les utopies d'après-guerre et qui avait écrit un ouvrage fort intéressant qui résume un petit peu la thématique aussi, c'est comment habiter la Terre. Et je trouve que c'est une bonne façon d'appréhender ce sujet. Il avait d'ailleurs fait, pour ceux qui le connaissent, des petits manuels qui avaient été financés par un ministère qui a existé entre 1974 et 1981, c'est le ministère de la qualité de la vie.
Ça paraissait un peu étonnant, c'était un peu avant-gardiste, un peu moderne. Et ce qui est intéressant chez Friedman, c'est qu'il disait qu'il fallait reconsidérer finalement la place de l'homme habitant dans un écosystème et l'amener à réfléchir, dans un contexte de pénurie ou de crise durable ou temporelle, à des solutions de survie de son espèce. Il voulait en fait que les habitants, les hommes sur la Terre, prennent possession de leur environnement. Et je pense que les termes sont importants. Alors, je voudrais juste faire une toute petite parenthèse pour ouvrir le sujet. Il y a des périodes qui sont des périodes en jeu et qui génèrent du débat. La période d'après-guerre est assez intéressante parce que justement, après un désastre, on est souvent amené à réfléchir comment on aborde l'avenir, et en l'occurrence, comment on reconstruit. Alors on voit bien qu'il y a systématiquement des théoriciens, des spécialistes qui réfléchissent à la modernité finalement, de ce que doivent être les aménagements, de ce que doivent être les constructions. Et il y a quelques personnalités, moi, qui m'intéressent beaucoup. Et la première, c'est un homme politique, donc je fais le petit clin d'œil au président de l'agglomération, c'est Eugène Claudius Petit. Donc, vous connaissez tous, il a été ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme entre septembre 1948 et janvier 1953. Et à travers un livre vert, d'ailleurs, qui était finalement une sorte d'analyse globale qui devait déboucher sur une loi, il se posait la question de savoir comment justement on peut envisager une reconstruction. Est-ce qu'il faut finalement remettre en place les habitats qui existaient, ou est-ce qu'il faut transformer la vision que l'on doit avoir de l'aménagement du territoire? Évidemment, et vous l'avez dit en introduction, il s'adossait aussi aux technologies modernes, aux nouveaux matériaux. Et d'ailleurs, il est intéressant de mettre en parallèle les réflexions de Eugène Claudius Petit avec celles de Le Corbusier, qui avait aussi ce souci de modernité, ce souci de travailler sur un nouvel esprit, avec, encore une fois, cette volonté d'utiliser toutes les techniques modernes pour faire en sorte que l'homme soit mieux dans son habitat et soit mieux dans son territoire. Alors, aujourd'hui, et si on fait la synthèse, finalement, c'est quoi l'enjeu? C'est pas d'être, nous, humains, mieux dans notre habitat, mieux dans notre environnement, c'est faire en sorte d'allier notre environnement à nous et l'environnement de la planète, si je puis dire. Il y a finalement à faire une synthèse qui est un peu exigeante entre le besoin de logement, qui est toujours une réalité, et dans ce département, c'est une problématique très concrète. Je vois bien d'ailleurs qu'un des talons d'Achille en matière d'attractivité du Loir-et-Cher, c'est que nous manquons de logements. Nous manquons de logements, notamment dans les villages. J'y reviendrai. Évidemment, on travaille sur la qualité de l'habitat, faire en sorte que l'habitat soit durable. Donc là, c'est le bonheur de l'habitant, hein. Mais travailler aussi sur la durabilité de cet exercice et prendre en considération la gestion des équilibres environnementaux, la raréfaction des ressources, et finalement, et aussi la bonne appréhension des aléas et des risques. Donc c'est un tout. Et pour moi, c'est ça la modernité de l'exercice. C'est arriver à intégrer l'ensemble de ces problématiques. Et finalement, et je reprends aussi les termes d'un autre grand géographe, Roger Brunet, vous connaissez, lui il est toujours vivant, il est assez âgé, je crois qu'il doit avoir plus de 90 ans, et il disait en 1990, en parlant d'aménagement du territoire, il dit « Nous sommes passés d'un territoire à aménager à un territoire aménagé ». Et c'est ça la réalité de ce qu'on doit faire, c'est donc qu'on doit aujourd'hui, c'est encore une fois notre ambition de modernité, penser, rechercher de nouveaux équilibres, intégrer nos ambitions de confort, parce que évidemment ça fait partie de ce qu'on recherche au quotidien, d'être un peu plus confortable. Je parle évidemment de l'ensemble des êtres humains sur la surface de cette planète, mais aussi de faire en sorte de ménager la santé de la nature. Donc il y a la santé de l'homme et la santé de la nature, et ces deux problématiques, ces deux questions doivent aller de pair, on ne peut plus les séparer. Donc en fait, on doit intégrer, et je reprends ce que disaient les grands auteurs et les grands théoriciens que je citais en début d'intervention, on doit repenser cet écosystème du vivant en intégrant encore une fois l'ensemble de ces données. Voilà ce que je voulais dire en introduction, et après
Je rentrerai et j'essaierai de détailler un peu le fil de ma pensée. Je me tourne vers Christophe. Christophe, pour en avoir discuté, toi tu avais une réaction et un auteur évidemment à mettre en avant et à convoquer pour rentrer dans le sujet. Oui, alors, quand on parle de sobriété foncière, pour ma part, j'entends d'abord foncier. Et je vais vous parler de quelqu'un qu'on a un peu oublié, Edgar Pisani. Mais avant, alors avec Xavier Pelletier, on s'entend bien, on se connaît bien, je vais lui envoyer une petite pique, vous allez voir, mais une pique amicale. Je suis très content, monsieur le préfet, que vous ayez cité Claudius Petit, grand ministre de la reconstruction dans les années d'après-guerre, à un moment donné où les 30 Glorieuses étaient en train de se mettre en place, mais où c'était compliqué. Et pourquoi je dis que je vais envoyer une petite pique, c'est que Claudius Petit, Eugène Claudius Petit, il était aussi maire. Il était aussi élu local, ou à Firminy, bon, à 40 km de Saint-Étienne, moins de ça, voilà, c'est la petite pique. Bon. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on s'entendait bien. Donc, Eugène Claudius Petit, il est en même temps maire de Firminy, et qui fait-il travailler? Là aussi, Xavier Pelletier l'a cité, Le Corbusier. Et le travail d'Eugène Claudius Petit, il est passionnant. Et les presses universitaires de Rennes, parce qu'on a beaucoup d'étudiants, ont réalisé un ouvrage remarquable que je vous recommande chaleureusement, qui s'appelle, alors je n'avais pas prévu de parler d'Eugène Claudius Petit, mais là je suis obligé, qui s'appelle, et c'est tout un programme, le titre de cet ouvrage, donc aux presses universitaires de Rennes, c'est « De l'utopie municipale à l'icône patrimoniale ». Il y a à Firminy des réalisations de Le Corbusier passionnantes, mais qui s'inscrivent dans un projet urbain. Et avant d'arriver maintenant à Pisani, j'aurais envie de dire que dans le contexte des années de la reconstruction, on a eu des très grands ministres qui ont pris des risques. Parce que parler de la ville, comme l'a fait Eugène Claudius Petit, ou parler de la question foncière, comme l'a fait Edgar Pisani, c'était sacrément osé. Et j'espère que dans les années qui viennent, peut-être dans le gouvernement de M. Barnier, on ait des ministres qui prennent autant de risques et qui nous amènent à nous projeter vers le futur. J'arrive à mon point de départ, pardon, mais là je ne peux pas résister à Eugène Claudius Petit et à Firminy. Donc, Edgar Pisani, grand ministre, qui a la particularité d'avoir été ministre du général de Gaulle et de François Mitterrand. Quand il était ministre de François Mitterrand, il était en charge de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. On ne va pas en parler aujourd'hui, même si le sujet mérite toute notre attention. Mais en revanche, Edgar Pisani, pendant ses mandats gouvernementaux, il s'est occupé et de l'agriculture et de l'équipement. Hein. À l'époque, on disait l'équipement, les DDE. Et donc, Edgar Pisani, à la fin de ses mandats gouvernementaux, il a écrit un petit livre, là encore que je vous recommande chaleureusement, qui s'appelle « L'utopie foncière ». Et donc, il nous raconte, dans un premier temps, sa vision de l'histoire de la France, une France élargie, à travers la question foncière. Antiquité avec le droit romain, la question du Moyen-Âge, très particulière, la Révolution française, évidemment, avec tout le débat autour des propriétés et des biens ecclésiastiques, et puis il continue comme ça sur la période la plus récente. Et Edgar Pisani, dans son introduction, il a un propos, alors je l'avais évoqué avec Bruno, mais il a eu la gentillesse d'aller le chercher dans le livre. Moi, je n'ai pas eu le courage de le faire. Et je vais vous lire ce petit passage qui, pour moi, est une boussole dans mon action début. J'ai longtemps cru que le problème foncier était de nature juridique, technique, économique et qu'une bonne dose d'ingéniosité suffirait à le résoudre. J'ai lentement découvert qu'il était le problème politique le plus significatif qui soit, parce que nos définitions et nos pratiques foncières fondent tout à la fois notre civilisation et notre système de pouvoir, façonnent nos comportements.
Eh bien, depuis ce matin, nous avons parlé à de très nombreuses reprises de la question foncière, alors que nous sommes, j'allais dire, plutôt portés par le vivant, hein, puisque c'est le thème de la matinée. Je vous engage vraiment à réfléchir à ces deux phrases d'Edgar Pisani, parce que si on ne s'empare pas de la question foncière, toutes nos politiques publiques d'aménagement ne peuvent pas avoir lieu. Et à plusieurs reprises, on a eu des intervenants qui ont mis en avant la question foncière. On a même dit qu'il y avait un nouveau rapport au foncier à imaginer. Et bien voilà, moi je suis vraiment complètement en phase avec cette vision d'Edgar Pisani. Et c'est d'autant plus intéressant que le petit passage que je viens de vous lire, il l'a écrit au début des années 70, c'est-à-dire à un moment donné où on était en train de commencer à s'interroger sur les grands ensembles. Où en réalité, les grands ensembles, vous le savez, il y a très peu de densité foncière. Donc voilà, je pense que commencer notre après-midi sous le double parrainage d'Eugène Clotius Petit et d'Edgar Pisani, c'est une manière non pas rétrograde de regarder les choses, mais au contraire de se projeter dans l'avenir. Merci. Alors je vais rebondir sur vos propos l'un comme l'autre. Vous avez évoqué effectivement la reconstruction, vous avez évoqué des modèles, si je reprends les termes d'Edgar Pisani, qui illustreraient finalement notre système, nos comportements et notre civilisation. Pour autant, et c'est ce que tu rappelles Christophe, ces modèles d'urbanisme, tous les apprentis architectes urbanistes ont fait l'expérience, ne sont pas des modèles denses. On va un petit peu, avec Bruno, vous raconter la manière dont on a préparé cette conférence. On a eu une discussion téléphonique très libre, comme ça, à bâton rompu. Et puis à un moment donné, quand on a parlé de la question de la densité, il m'est revenu à l'esprit un article que j'avais lu peu de temps avant notre discussion sur la question de la densité et des grands ensembles. Moi, j'ai grandi en région parisienne, dans une grande copropriété, comme on fabriquait dans les années 60, qui était très agréable, des hauts immeubles très hauts qui vous permettaient d'avoir une vue sur le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel, de l'autre côté au sud, sur la tour médiévale de Montlhéry. C'est des grands immeubles, 11 étages, mais il n'y avait pas de densité, il y avait énormément de parcs et de jardins autour. Et puis, à quelques kilomètres de là, après le périphérique, il y avait Paris intramuros. Et quand on parle de densité, il faut toujours s'interroger sur le modèle haussmannien. Le modèle haussmannien, on dit toujours que c'est un des plus denses du monde avec ses îlots. Et l'article auquel je faisais référence, il mérite vraiment d'être réfléchi. Alors c'est un peu anecdotique, mais vous prenez la densité de Paris, qui est une des densités les plus élevées au monde. Alors il y a peut-être maintenant quelques villes en Asie du Sud-Est qui ont rattrapé Paris, mais la densité de Paris est une des densités les plus élevées au monde. Vous prenez la densité de Paris, vous la posez sur la moitié de la France, donc 550 000 km² divisé par 2, hein, ok. Vous mettez la densité de Paris, et bien dans cette moitié de la France, avec la densité de Paris, on a la totalité de la population mondiale. Alors, ça peut vous paraître grotesque que je vous raconte ça, mais c'est pour dire que les modèles urbains, ils doivent nous interpeller. Il faut se poser la question. La densité, elle n'est pas liée à la hauteur des immeubles, elle n'est pas liée aux grands ensembles, elle est plutôt liée au modèle haussmannien. Et donc, quand on veut parler de sobriété, il faut se poser les bonnes questions. Si je vous raconte un petit peu cette anecdote, c'est pas pour dire voilà la solution, on va faire les grands boulevards parisiens un peu partout. On va pas jouer à Émile Zola et la Curée. Non, c'est pour se dire que quand on veut parler de sobriété, et encore plus de sobriété heureuse, il faut vraiment se poser toutes les bonnes questions. Alors, parmi ces questions, justement, on s'est interrogé à l'occasion d'un échange téléphonique également sur les modèles, effectivement, qui pourraient correspondre à ce que vous évoquez, c'est-à-dire une articulation désirable entre les communautés humaines et le vivant dans un cadre urbain. Et on s'est dit, en tout cas, vous m'avez suggéré qu'il y avait peut-être des modèles historiques. Il a fait référence systématiquement, effectivement, à l'histoire de France, mais on peut peut-être élargir un peu. On peut aller un peu en Italie, par exemple. On peut essayer de chercher des modèles qui seraient peut-être potentiellement, en tout cas, des modèles à étudier, pas forcément à reproduire, mais en tout cas à étudier, parce qu'ils seraient porteurs, en tout cas dans notre imaginaire, dans la façon dont on s'interprète, d'un certain bien-être urbain assimilé à une certaine densité, et pour autant un fonctionnement de la ville, de la vie commerciale, de la vie politique, ou de la vie économique.
Alors c'est vrai qu'il faut regarder ce que les autres font et essayer de s'en inspirer quand c'est intelligent. Je vais juste revenir sur les équations qu'il y a derrière ces questions. La première, et j'y réponds tout de suite parce que c'est un sujet qui est à nouveau débattu, Catherine, c'est l'artificialisation. Il faut arrêter d'artificialiser. Voilà, ça c'est une question qu'il ne faut même plus se poser. Pourquoi? Parce qu'il faut redonner à cette terre, à notre terre, cette capacité de respiration. Il faut lui permettre d'intégrer les flux, notamment quand il pleut, l'eau, la circulation des eaux. Donc ça c'est un point important. Et il faut, à travers ça, lui permettre de reconstituer sa biodiversité. Le carbone, je ne vais pas développer. Donc ça c'est un premier point très important. Il faut aussi ménager notre agriculture. C'est-à-dire arrêter de consommer, comme on le fait depuis de nombreuses années, à peu près l'équivalent d'un département toutes les 15-20 années. Deuxième point. Ensuite, il faut préserver nos paysages, ça va de pair. Une des richesses du Loir-et-Cher, c'est effectivement d'avoir un patrimoine naturel, un patrimoine historique, un patrimoine bâti, qui lui donne son identité et qui nourrit son attractivité touristique. Et ensuite, et j'y viens, je pense qu'il faut adapter nos modes d'aménagement à l'aune des impératifs que je viens d'évoquer, mais aussi en fonction de l'évolution de la société. Et je pense qu'aujourd'hui, l'étalement urbain n'est plus un modèle. On doit revenir sur un regroupement des populations. En gros, et si je prends toujours le Loir-et-Cher, qui est aujourd'hui ma boussole, vous l'avez compris, faire en sorte que les habitants puissent regagner les centres-bourgs. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la population vieillit, qu'il est donc important d'offrir aux habitants l'accès aux services, l'accès au commerce, éviter d'avoir à prendre la voiture pour aller faire ses courses, retisser du lien social, ça c'est extrêmement important. On sait que quand on a étalement urbain, on a une sorte de dilatation des relations, de délitement des relations, et donc regrouper permet justement de reconstituer une sociabilité, et je vais même un peu plus loin. Je pense que ça doit aussi contribuer à réamorcer notre démocratie, une démocratie de proximité. Pour ceux qui le savent, quand j'étais préfet chargé de la reconstruction des vallées sinistrées des Alpes-Maritimes par la tempête Alex, j'ai mis en place une concertation citoyenne. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Comment les grands élus qui me disaient « mais qu'est-ce que vous venez nous embêter avec ça? Il y a des élus, ils représentent les habitants, les citoyens, c'est pas la peine d'aller les consulter. » Or, on constate que les gens ont beaucoup de choses à dire sur leur quotidien. Ce sont des experts de leur quotidien, sur les questions de mobilité, sur les questions d'accès aux services, sur les questions de développement économique. Donc, il est important à mes yeux de reconstruire une société qui soit plus en proximité. Alors, tout ça, ça doit passer aussi par de la valorisation des centres-bourgs, c'est-à-dire qu'on n'attirera pas les gens dans nos centres-bourgs si on ne les valorise pas, si on ne fait pas en sorte, et je viens donc à la question que vous posiez, sur des gestes architecturaux, sur un travail d'urbanisme qui permettent aux gens de se dire bah, tiens, si je vais dans tel village, je me sentirai bien. Et effectivement, les Italiens font ça, c'est-à-dire qu'ils densifient les centres-bourgs. Alors, la traduction n'est pas bonne, mais ils travaillent sur ce qu'ils appellent, qu'on pourrait traduire des hameaux, c'est-à-dire qu'ils utilisent des dents creuses, ils utilisent des fonciers qui ne sont pas utilisés, et il y a derrière des projets architecturaux avec des taillements immobiliers, d'abord intergénérationnels, le rez-de-chaussée va à des personnes âgées avec des jardins, les étages pour des jeunes actifs avec des terrasses, c'est-à-dire que les gens ont accès à l'extérieur. C'est extrêmement important quand on est dans un village. Quand on est à la campagne, on n'a pas envie d'être enfermé entre quatre murs. Donc ça, c'est important. Et puis évidemment, l'habitat doit avoir, quand on choisit sa voiture, toutes les options de durabilité. Et on doit aussi boucler toutes les boucles. J'ai presque envie de dire que c'est important de faire en sorte que, par exemple, quand on travaille sur le bâtiment, et là je reprends un exemple que j'ai expérimenté dans la vallée de la Roya, où on redécouvre l'utilité de la laine des brebis qu'on utilise pour isoler l'habitat, plutôt que de jeter la laine, parce que malheureusement c'est souvent ça. Alors on en exporte un peu vers la Chine, hein, mais ça paye à peine le transport. Par contre, l'utiliser pour l'isolation, etc. Donc on peut avoir des solutions
extrêmement astucieuse. Dans la Roya, on mobilise également le bois de mélèze, qui est un bois imputrescible, qui a beaucoup d'utilité, d'intérêt et de fonctionnalité en matière de durabilité. Donc voilà ce que je voulais dire. Puis, il faut intégrer un autre point important, toujours par rapport au foncier, c'est la gestion des aléas et des risques. On ne peut plus fermer les yeux sur les fonctionnalités et sur le comportement de la nature. En d'autres termes, et ça c'est une pédagogie qu'il faut faire à l'égard de tout le monde, des élus comme des habitants. Si on n'intègre pas ça, on n'a rien compris. En gros, on ne construit pas en bordure de rivière. Voilà. Et moins on artificialisera, plus on permettra à l'eau de pénétrer le sol, moins on mettra en place des verrous hydrauliques ou des barrages hydrauliques qui soient au sol ou en surface, qui empêchent finalement cette circulation de l'eau et qui fait qu'aujourd'hui, avec le changement climatique qui fait que on a des manifestations météorologiques assez extrêmes, on l'a bien vu cette année avec beaucoup d'eau. Peut-être que l'année prochaine, ça sera beaucoup de soleil et beaucoup de sécheresse. Donc il faut intégrer ces éléments. Et donc, finalement, prendre en considération toutes les fonctionnalités liées au comportement de la nature. Et les aléas, ils sont multiples. Alors, je ne vais pas parler des risques sismiques, mais aussi dans les constructions, il faut l'intégrer. On est moins concerné dans ce département par les risques sismiques ou par d'autres risques. Mais en tout cas, le risque d'inondation, c'est un risque qu'on doit tous intégrer dans l'appréhension, dans l'usage, dans la mobilisation du foncier. Merci. En continuant justement sur cette question de modèle, parce qu'on le voit bien, on est un peu pris dans un étau entre l'impératif qui est de ne plus artificialiser, le fait de prendre en compte la notion de risque, donc contraint à la densité, et plutôt que de s'y résoudre comme finalement une sorte d'anathème, il faudrait effectivement la rendre, comme le titre l'indique, plutôt heureuse et désirable. Donc on va continuer sur la question des modèles, et on va retourner peut-être un petit peu en Italie. Puis d'Italie, on fera une petite boucle en Amérique du Nord. La question des modèles est évidemment au cœur du sujet, parce qu'on va puiser dans nos référentiels, puis on va essayer de construire en puisant dans les bonnes ou les mauvaises pratiques. Est-ce que tu peux illustrer quelques exemples par rapport à des expériences que tu as eues toi en Italie, et puis 2-3 modèles des villes concentriques, polynucléiques, etc., qui peut-être sont des sources d'inspiration, ou au moins... Je veux bien continuer à répondre aux questions de Bruno en jouant à l'historien ou au géographe, que je ne suis pas, mais je voudrais aussi après pouvoir parler quand même de notre action concrète à l'agglomération de Blois, parce que depuis ce matin, on parle beaucoup du zéro artificialisation nette. Pour les élus, c'est une réalité, et une réalité très compliquée. Quand on parle du risque inondation, à Blois, dans le Val-de-Loire, on est directement concerné. Donc Bruno, je réponds encore à tes tours, mais je veux parler du concret, hein, quand même. Bien, alors, ouais, tout à l'heure, notre préfet nous a parlé du modèle des villes italiennes. Je crois que c'est une grande source de réflexion. Et moi, il y a 2 villes qui, quand on parle de modèle urbain, m'ont beaucoup frappé. Le premier, c'est Sienne, évidemment, et vous êtes sans doute nombreux à connaître la fameuse fresque de Lorenzetti, les effets du bon gouvernement, hein, cette fresque monumentale dans le Palazzo Comunale, où on a la ville, la frontière des murailles, et puis la campagne qui s'appelle le Contado. Et moi, j'aime bien, quand je réfléchis un petit peu au sens que je donne à mon mandat intercommunal, de dire, ben voilà, l'intercommunalité, ici, à Aglopolis, c'est Blois et son Contado. Puis comme j'ai la chance d'avoir parmi les élus de l'agglomération une élue italienne, alors évidemment, elle n'est pas toscane, elle est sicilienne, ils sont plus rudes, les Siciliens. Hein. Mais bon, je reviens à la Toscane. Les effets du bon gouvernement et la fresque de Lorenzetti est vraiment quelque chose de passionnant à regarder, à observer, de voir comment la ville se développe, comment la ville a une activité économique, une activité culturelle, et comment la campagne à côté est prospère, avec les vignes, avec l'élevage. Et donc, cette réflexion sur les limites de la ville, on l'a rapidement évoqué ce matin, moi c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Voilà. La ville dans son noyau urbain, et puis le Contado, et cette complémentarité est très importante pour penser la sobriété aujourd'hui.
Et la fresque de Lorenzetti, je fais une petite parenthèse, c'est pas le bon gouvernement, le titre exact, c'est les effets du bon gouvernement. Donc c'est une méditation sur le pouvoir local qui montre que quand on gère bien son territoire, eh bien la prospérité, elle est aussi bien dans la ville, dans l'urbanité, que dans la ruralité italienne. Donc premier exemple, celui de Sienne. Le deuxième exemple qui m'a beaucoup frappé en Italie, c'est une ville qui est moins fréquentée par les grands circuits touristiques toscans, c'est Lucca en italien. Et Lucca est une ville qui permet de réfléchir aux mutations urbaines et notamment à la question des limites de la ville. La ville de Lucca, elle était entourée, comme beaucoup de villes à cette époque en Europe, par des murailles. Eh bien, quel est l'objet qui a fait basculer la ville, enserrée dans ces murailles, dans une ville avec des faubourgs, avec des bourgs autour? Et donc je pense que tous les paysagistes qui sont dans la salle devraient rendre hommage à cet objet. Voilà, blanc, le boulet de fonte. Parce qu'effectivement, le siège des villes, à partir de l'invention du boulet de fonte, prend une toute autre tournure. Ça ne sert plus à rien de construire des murailles élevées pour protéger la ville, parce que le boulet de fonte va les détruire. Et donc, on crée plutôt des fortifications à la Vauban, basses, denses, et qui permettent de penser, j'allais dire, la relation à l'espace derrière les murs. Et à Lucca, il y a une grande promenade autour de la ville qu'on peut faire en vélo qui permet de méditer sur la question des limites de la ville. Où commence la ville, où finit-elle? Et pareil, je fais des raccourcis historiques un peu audacieux devant vous, mais ça sert à ça, une biennale, pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, la ville enserrée dans ses murailles, et Blois en était aussi un exemple, n'existe plus. Et donc ce fameux boulet de fonte, auquel les paysagistes peuvent rendre hommage, parce que les premières promenades dans les villes se sont faites sur le parcours des anciennes murailles. Donc on détruit les murailles, et puis petit à petit, la ville continue de croître, continue de se développer. Et je crois que c'est important, quand on travaille comme nous élus, comme vous professionnels, comme vous étudiants, au devenir de la ville, et à la question de la sobriété, c'est voir comment, à travers les siècles, les choses ont pu évoluer. Donc voilà, on a fait un petit tour en Italie, et puis ce que je disais à Bruno, c'est que évidemment, quand on réfléchit toujours à cette question de la sobriété et du rapport à la ville, je crois qu'il faut faire un tour vers les États-Unis et se confronter au modèle de New York, la ville dense, et à Los Angeles, la ville polynucléaire. Alors, il y en a beaucoup d'autres exemples, mais très souvent, vous le savez, on donne New York et Los Angeles comme exemple d'approche complètement antinomique de la construction de la ville. Et bien voilà, c'est des modèles qui doivent nous interroger. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas là forcément pour trouver les solutions, mais pour se poser les bonnes questions. Donc voilà, moi dans mon cheminement et dans mes découvertes des villes qui m'imprègnent dans mon travail d'élu, eh bien, je vous ai cité Sienne et Lucca, mais New York et Los Angeles participent à cette réflexion sur la mise en place du fameux zéro artificialisation nette auquel nous sommes dans les faits totalement soumis. Voilà, et donc après on va quand même parler un peu plus concret, Bruno. J'y arrive, c'était le troisième temps, donc tu me tends une perche. Tu l'avais mentionné pendant l'échange, la sobriété, et là on va aller directement dans le concret, la sobriété n'est pas qu'un débat théorique, c'est un débat ancré dans son contexte socio-économique. Nous atterrissons effectivement dans le Loir-et-Cher, on se rapproche de Blois. J'avais, pour relancer un peu ce troisième temps, repris le rapport du CEREMA 2022, qui a le mérite d'être assez clair, et qui articule en tout cas les actions à mener en faveur de la densification autour de 3 thèmes. Recycler les friches industrielles ou artisanales, lutter contre la vacance de l'habitat, un petit peu parler, on va revenir sur le sujet, et densifier les zones d'habitat, le cœur du sujet. 3 axes pour lesquels l'État et les collectivités disposent de leviers d'action. Alors, je vais commencer par les collectivités. Donc, Christophe, effectivement, quelles sont à la fois les actions que l'agglomération a mises en place et puis les projets à venir pour travailler sur ces axes-là? Alors, on a adopté notre plan local d'urbanisme intercommunal habitat et déplacement il y a 1 an et demi, enfin 2 ans au mois de novembre, donc c'est un très très gros travail. Aujourd'hui, alors il y a beaucoup d'élus présents que je connais, on est tous engagés en PLUI, intercommunal.
Quand j'entends des collègues dire « Ah ben non, nous on a préféré rester en PLU parce qu'on n'a pas envie de partager avec les autres collègues la question de l'urbanisation, la question du foncier, nous notre PLU ça nous va très bien », je leur dis, hein, sans vouloir les vexer, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Comment aujourd'hui voulez-vous pouvoir travailler sur la question du zéro artificialisation nette, sur la question de la sobriété foncière, si vous n'avez pas une démarche intercommunale, voire plus, puisque en réalité on travaille à l'échelle des SCOT, des schémas de cohérence et d'organisation territoriale, voilà, je ne sais plus. On travaille ici dans le Loire avec 3 intercommunalités, donc l'agglomération de Loire, Beauce-Val-de-Loire et Grand-Chambord. Il faut avoir une approche globale. Ce matin, dans mon propos introductif, je disais que le vivant nous obligeait à dépasser les frontières administratives. Évidemment, quand on veut travailler sur la sobriété foncière et le ZAN, il faut avoir des limites administratives qui correspondent au bassin de vie, qui correspondent à la réalité de la vie quotidienne des habitants. C'est un travail qui est objectivement très très dur. Aujourd'hui, au niveau de la région, donc le Conseil régional a adopté son fameux SRADET, qui a déterminé des enveloppes de consommation foncière à l'échelle des SCOT. Donc nous savons qu'à l'échelle du SCOT du Blésois, nous aurons, par tranche de 10 ans, jusqu'en 2050, à diminuer notre consommation. Nous avons un stock de 310 hectares à consommer jusqu'en 2030 avec nos collègues des 2 autres intercommunalités. Voilà, là on est dans le concret. Comment ce stock de foncier à consommer, on va le partager entre nous. Moi j'ai proposé une méthode. La méthode c'est tout simplement de s'inspirer de ce que le Conseil régional a fait. Le Conseil régional, pour partager le stock régional entre les périmètres de SCOT, a mis au point un mode de calcul disant, voilà, la loi climat et résilience disait qu'il fallait partir de la consommation foncière passée. Donc le Conseil régional a proposé de prendre en compte à 70% la consommation passée. Moi j'aurais préféré que ce soit que 50%, parce que ce mode de calcul, basé d'abord sur la consommation passée, favorise ceux qui n'ont pas été vertueux. Le Conseil régional a retenu 70%, c'est un premier pas. Et puis les 3 autres critères, le critère de la superficie, le critère du nombre d'habitants et le critère du nombre d'emplois. Parce que cette répartition du foncier à consommer va bien falloir, j'allais dire, trouver comment travailler ensemble pour continuer à développer. La croissance démographique, même si elle est moindre en France, est une réalité. Donc voilà, comment partager de manière collaborative la consommation de foncier, comment inventer de nouveaux modèles avec les industriels, j'ai rapidement évoqué ce matin, comment travailler la question de la vacance du logement et en faisant très attention aux mots qui sont choisis. Je me souviens d'une étude menée au moment du congrès des fédérations des HLM il y a une quinzaine d'années. Ils avaient travaillé avec la SOFRES, Institut de sondage bien connu, sur les mots de l'aménagement. Et ce qui m'avait le plus frappé, c'est le terme densité. Là, on est entre nous, entre élus ou professionnels de l'aménagement. Parler de densité, ça nous paraît naturel. Sauf que dans le grand public, quand vous parlez de densité, obligatoirement, c'est associé à insécurité, insalubrité. Donc nous avons aussi une responsabilité importante de bien choisir les mots. Alors, de temps en temps, je caricature un peu en m'adressant à certains des élus en charge du dossier, je leur dis, il vaut mieux qu'on parle d'optimisation. Ça fait moins peur au grand public que densité. Mais ce n'est pas simplement, j'allais dire, pour calmer les gens, amadouer. Il faut vraiment se dire que nous, ici, c'est notre pain quotidien, en quelque sorte, mais pour l'habitant qui cherche un logement, pour l'artisan qui a besoin d'acheter un foncier pour installer son atelier, c'est des préoccupations beaucoup plus terre à terre. Et donc, voilà, on est face à un enjeu majeur. Le Premier ministre, avant-hier, dans son discours de politique générale, a cité la loi climat et résilience. Il n'en a pas cité beaucoup de lois, il a cité celle-ci, et il a cité le ZAN, le zéro artificialisation nette, en disant qu'il faudra l'assouplir. Personne ne sait ce que ça veut dire. Il y a eu beaucoup de débats. Moi, j'ai eu la chance au niveau national, au sein de l'association des présidents d'intercommunalité, de faire beaucoup d'auditions au Sénat, à l'Assemblée nationale, au cabinet de M. Béchu, pour défendre la vision que nous avions au niveau des intercommunalités. Mais cet assouplissement, qu'est-ce que ça va donner? Parce que ce qu'il ne faudrait pas, c'est que les intercommunalités ou les SCOT qui ont été plutôt vertueux,
qui ont pris des risques, qui se sont mouillés, j'allais dire, auprès d'autres élus, auprès des habitants, ce soit une marche arrière. Parce que cette sobriété, elle est indispensable. Le préfet l'a bien dit. Donc, comment l'assouplissement qu'a évoqué le Premier ministre va être mis en place pour faire en sorte que nos documents d'urbanisme puissent nous aider à remporter cet enjeu. Les SRADET, c'est-à-dire les schémas régionaux, ont jusqu'au mois de novembre de cette année pour être votés. Les SCOT vont avoir jusqu'au 22 février 2027 pour être mis en compatibilité, voilà, pas en conformité. Et puis, les intercommunalités vont avoir jusqu'en février 2028 pour eux aussi être mis en conformité. Ça veut dire que pour les élus locaux qui ont en charge les SCOT et les PLUI, ça va être 3 années, 4 années très très denses et on a besoin de stabilité. L'enjeu majeur de la sobriété ne pourra être remporté que s'il y a une vision, du courage et de la stabilité. Même question du coup pour l'État. Que peut l'État dans ce contexte et avec cette somme de contraintes? Alors, l'État est en phase totale avec le président de l'agglomération et moi je ne suis que bienveillant, je n'en vois aucun pic. Non, la stratégie est absolument indispensable et incontournable. Qu'est-ce qu'on veut faire du territoire? Quelles sont les grandes stratégies qu'on souhaite acter collectivement? Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de monopole d'appréhension de ces sujets. Au contraire, il doit y avoir une pédagogie, il doit y avoir un partage. Et je pense, et je le redis, il doit y avoir aussi une association des habitants, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'encore une fois, on n'arrivera à acculturer sur ces thèmes que si on associe, que si on explique, et finalement qu'on transforme, parce que ça c'est vrai que c'est compliqué, mais qu'on transforme la contrainte en atout, et si on valorise les objectifs qu'on se fixe. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Alors le gouvernement et les gouvernements qui se sont succédés ont mis en place des outils pour justement, avec le fonds friche, valoriser ces friches. On a des très bons exemples à Romorantin. Grâce au fonds vert aussi, on a fait beaucoup de choses. On désartificialise, notamment les cours d'école, très important. Et un point aussi très pratique, parce que moi j'aime bien les choses qui sont très concrètes. Et le président de Ruelle l'a dit en filigrane, il faut partager, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui, et je le dis au maire, on ne peut plus multiplier les équipements. Alors l'exemple caricatural qui artificialise et qui coûte très cher, c'est la piscine. Il ne peut pas y avoir une piscine dans chaque village, c'est pas possible. Parce que, d'abord, il y a l'investissement qui est lourd, et il y a ensuite assurer le fonctionnement. Et je crois qu'il faut penser le territoire en termes de maillage, en termes d'équipements complémentaires. Et cette attractivité, finalement, elle doit suivre un petit chemin qui fait en sorte que les habitants s'approprient non pas uniquement leur village, mais juste ce qu'il y a à côté, et peut-être les fonctionnalités de l'agglomération, du département, voire de la région. Moi, je crois beaucoup aussi à la transformation des outils. Alors, on parlait de Gilles Coléus-Petit, je le disais tout à l'heure, malheureusement, il avait pensé beaucoup de choses, et le Stéphanois que je suis connaît bien Firminy, mais il sait, et tu l'as dit tout à l'heure, Christophe, il a buté contre, effectivement, un certain nombre d'oppositions, mais il avait à l'esprit, justement, toutes les fonctionnalités modernes qui sont indispensables aujourd'hui, c'est-à-dire penser à la bonne échelle, développer les transports en commun, faire en sorte qu'on ait aussi une meilleure maîtrise du foncier. On a parfois en France quelques problèmes avec les biens sans maître. On a parfois des difficultés avec des terrains qui étaient avant des terrains industriels ou des terrains utilisés par des industries polluantes qui restent polluées. Et on a un mal fou à dépolluer parce que le propriétaire a disparu, etc. Donc il faut, je pense, créer de nouveaux outils pour qu'on puisse se réapproprier la maîtrise du devenir du territoire, et j'ai presque envie de dire, travailler sur la santé de notre territoire. La santé au sens propre du terme, c'est-à-dire faire de la pharmacie. Et ça, je vous le dis parce que ce matin, j'étais en réunion avec la DREAL, la DIRNO, avec mon sous-préfet de Vendôme. On travaille sur, je vous le dis parce que vous connaissez, sur la M10,
avec toutes ces stations essence désaffectées depuis 30-40 ans. On est en train d'arriver au bout du process, ça nous a pris énormément de temps, pour essayer d'acquérir ces stations, de dépolluer et d'en faire quelque chose. Ce sont des verrues territoriales et qui ne sont pas bonnes ni pour les yeux, ni pour la santé de la biodiversité. Donc, mon mot phare et ma boussole, c'est vraiment entraîner et, j'ai presque envie de dire, embarquer les politiques, les citoyens sur un enjeu qui est aujourd'hui un enjeu majeur. Encore une fois, mieux utiliser le foncier, gérer les risques, densifier, mais densifier avec une option positive, c'est-à-dire qui consiste à ramener les populations à une centralité, à l'accès à des services, et aussi à une forme de socialité, et peut-être, je l'espère, une démocratie qui se régénérera par le terrain. Et ça, je crois que c'est extrêmement important d'avoir à l'esprit, parce que souvent, on attend beaucoup des gouvernements, des institutions, etc., alors que finalement, cette démocratie, elle peut se régénérer avec de la volonté, des bonnes volontés, et aussi une sorte d'esprit qui consiste à transformer le regard qu'on a sur notre quotidien. Et là, c'est évidemment pas que ces problématiques qu'il faudrait aborder, mais bien d'autres. Merci beaucoup. Alors, peut-être en guise de conclusion et d'ouverture sur la suite de l'après-midi, je voulais interpeller éventuellement pour une dernière interpellation de Christophe de Goël concernant ce qui a été mis en œuvre justement sur cette question de la valorisation des territoires qui sont déqualifiés, voire disqualifiés, et qui retrouvent finalement un droit de cité et qui font aussi partie de cette question de la densité. Je vais être très court, parce que sinon on va se faire taper sur les doigts, mais il y a une opération à Blois, à cheval sur 3 communes, Blois, Saint-Gervais et Vineuil, qui est exemplaire au niveau national. C'est une opération de désurbanisation d'un programme des charges de la Loire, le quartier de la Bouillie. Il y a eu, je crois, une délégation du CAE de la Haute-Savoie qui doit visiter l'opération. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas d'ici, à revenir. C'est un dossier qui est passionnant, comment un quartier a été désurbanisé et comment on restructure, donc sur 3 communes, un grand quartier avec un parc agricole, naturel, urbain. C'est une opération qui est unique en France parce que quand vous entendez parler de désurbanisation, ce sont des désurbanisations curatives. Le dernier exemple, ou plutôt l'avant-dernier exemple, c'était La Faune-sur-Mer, en Vendée, après la tempête Cynthia. Et puis, il y a une opération similaire dans le Pas-de-Calais, sauf que dans le Pas-de-Calais et à Cynthia, c'est du curatif. Nous, l'opération de désurbanisation de la Bouillie, c'est une opération de désurbanisation préventive. Et je pense qu'en France, le préfet l'a raconté, il l'a vécu dans les Alpes-Maritimes, le premier risque naturel en France, c'est le risque d'inondation. Et le risque d'inondation, c'est le littoral, certes, mais c'est surtout nos cours d'eau, nos fleuves et nos rivières. Et lors d'un colloque au sein des intercommunalités de France, j'avais interpellé certains de mes collègues élus en leur disant, je suis persuadé qu'à 10, 20, 30 ans, je ne sais pas, on posera la question de la désurbanisation de quartiers à la même échelle que ce que nous avons fait pour les quartiers politiques de la ville, avec des milliards qu'il faudra engager. Sur l'axe ligérien, Orléans et Tours, le jour de la crue centenale, c'est une catastrophe totale. Donc, je prends les paris, alors, certains d'entre nous ne seront plus là dans 30-40 ans, voilà, c'est comme ça, nous serons toujours là. Mais vraiment, ce qui s'est passé dans les quartiers politiques de la ville, avec les PRU, il faudra faire la même chose, même s'il y a de la sécheresse, il faudra faire la même chose dans les quartiers soumis au risque d'inondation des fleuves et des rivières. Et je termine par à nouveau une pirouette. Si vous voulez voir les dérives, voire les délires d'une approche techniciste, vous tapez sur votre moteur de recherche The Line et vous verrez comment l'Arabie Saoudite nous propose un monde meilleur demain. Voilà, bonne journée, bonne nuit. Voilà. Vous avez compris qu'il a fini, le président de Ruel, sur Satisfixit pour le fonds Barnier, parce que cette opération... Merci aux intervenants. Alors, c'est une complémentarité des risques naturels majeurs. Le fonds Barnier qui permet d'acquérir des biens qui sont exposés au risque, comme on dit trivialement, délocaliser, et faire en sorte d'indemniser les propriétaires pour qu'ils puissent reconstruire et se réinstaller ailleurs. Bon, là, c'était un cadeau, c'était une pique. Bon, il y a de quoi méditer pour la suite. Merci beaucoup à tous les trois pour ce temps
Pour ce temps d'échange, on va passer à la suite de ce qui se passe cet après-midi. Je vais inviter à mes côtés Léa Mosconi, architecte, docteur en architecture, enseignante à l'école d'architecture de Nantes, chercheuse au Créneau et présidente de la Maison de l'Architecture Île-de-France. Et puis Lolita Voisin, ingénieure paysagiste, docteur en urbanisme, enseignante-chercheuse à l'école de la nature et du paysage, qui vont cet après-midi discuter autour de cette exploration de la relation au vivant qui est en cours d'évolution, dont on a un tout petit peu parlé ce matin, et on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui et cet après-midi pour discuter sur l'évolution des regards et des pratiques des professionnels et des politiques là-dessus. Alors on se retrouve à nouveau avec un problème de place. Donc si toutes les places qui restent au milieu peuvent être comblées, ce serait vraiment gentil. Rapprochez-vous du milieu. En vous réinstallant, bien combler les places vers le milieu. C'était un bon débat. Bon, ben ça, c'est intéressant pour les étudiants, tout ça, mais pour nous, c'est un peu... Ça nous dit pas trop. Il y a 250 trucs qui supplément par contre, c'est 12 € l'appel. Et plus en
Merci à toutes et à tous pour votre présence. Un très très grand merci à nos 3 intervenants que nous allons dans très peu de temps présenter. Moi-même, je suis Lolita Voisin, donc je suis enseignante ici, et puis je suis accompagnée de Léa Mosconi qui se présentera aussi. Et nous allons animer cette table ronde sur la thématique que vous voyez inscrite au-dessus de moi. Alors, pour faire suite et pour essayer de saisir l'enjeu de cette table ronde au sein de la Biennale, au sein des débats que vous avez déjà pu entendre et auxquels vous avez peut-être pu réagir, l'objectif de cette table ronde, c'est de saisir, d'essayer de comprendre comment les politiques et les praticiens changent leur regard et leur pratique. En fait, on va tourner autour de la question de la commande publique. On va tourner autour de cette opération qui est toujours un peu complexe, un peu mouvante et qui est surtout qui concerne énormément de personnes différentes et qui nous permet aussi d'avoir un regard sur l'évolution des politiques publiques en France sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est très content d'accueillir 2 versants, on peut dire, de cette question de la commande publique, c'est-à-dire une élue et un praticien, et qu'on aura la grande chance aussi d'avoir avec nous Catherine Larère, donc, qui est une philosophe et qui va pouvoir nous permettre de prendre un petit peu de hauteur sur les questions que nous allons soulever. Je ne dis pas que les autres intervenants nous fassent aussi prendre de la hauteur. En fait, tout ça, c'est finalement comment se met en place un problème qui n'est plus individuel, mais qui devient collectif. Comment collectivement on construit un problème. Et finalement, comment ce problème devient l'objet de politiques publiques et mise à l'agenda politique et fait l'objet de différentes opérations, de différentes actions, de différentes lois. Alors on peut dire que sur ces questions d'habiter des villes et des villages vivants, certains événements ou certains sujets nous ont peut-être plus touchés les uns que les autres et que cette question arrive auprès de chacun d'entre nous de manière différente. On peut citer par exemple la question des îlots de chaleur urbains, qui est aujourd'hui très considérée notamment sur la question des cours d'école. Pour d'autres, ce sera la perte de la biodiversité qui les aura amenés à cette question. Pour d'autres, c'est la perception de la flore spontanée de plus en plus présente dans nos villes et nos villages, du fait notamment de la loi Labbé, qui interdit l'usage de produits phytosanitaires dans l'espace public. Pour d'autres, ça peut être la crise du Covid qui nous a amené à poser un regard différent sur d'autres espèces que l'espèce humaine. On en a parlé beaucoup dans l'échange précédent, mais certaines lois, certaines considérations nationales telles que la loi ZAN, zéro artificialisation nette, amènent aussi à réfléchir à ces questions, ou d'autres concepts plus récents, comme par exemple la question de la trame brune, c'est-à-dire la continuité des sols non artificialisés, non imperméabilisés, ou encore la gestion de l'eau de pluie, et avec l'idée de réintégrer l'eau de pluie en milieu ouvert, c'est-à-dire en relation avec les sols et non plus directement dans des tuyaux pour les évacuer au plus vite. Pour certains, ça va être tout ça à la fois, peut-être en tant que paysagiste. Pour d'autres, ça va être l'occasion de se poser ces questions-là successivement. En tout cas, c'est par toutes ces entrées-là que nous allons essayer de faire le lien avec cette question d'habiter des villes et des villages vivants. Merci beaucoup. Moi, je suis Léa Mosconi, architecte et enseignante à l'école d'architecture de Nantes. Alors, comme le disait très justement Lolita, on est en effet très heureuse d'ouvrir cette dernière table ronde de la journée Habiter des villes et des villages vivants et d'explorer avec nos 3 invités la relation qui s'instaure ou qui pourrait s'instaurer aux vivants dans les villes et dans les villages. J'aimerais revenir sur cette notion d'habiter. Habiter, c'est pas seulement se loger, c'est aussi bien sûr vivre et exister, pour reprendre les mots d'Heidegger, mais c'est aussi, comme le formule très justement également Mathias Rollo, construire l'espace familier dans l'étrangeté qui nous entoure. Il va donc s'agir, pendant l'heure, la petite heure que l'on a passée ensemble, de réfléchir collectivement à comment construire cet espace familier pour que coexistent au sein de cet espace des martinets noirs, des vers de terre, des humains, des loutres, des libellules et bien d'autres. Alors pour ça, on va articuler le débat autour de 2 axes. Un premier axe qui est celui des modalités de la mise en place de la question du vivant en ville. Et on va s'attacher dans ce cadre à observer aussi bien les freins et les limites que les leviers possibles. Et puis dans un autre axe, le deuxième, on va interroger les négociations à l'œuvre pour penser ces cohabitations entre humains et autres qu'humains dans la ville. Alors ces questions, on aura la chance de les aborder avec donc nos 3 invités, avec Catherine Larère,
qui est philosophe en éthique environnementale, qui est professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Catherine Larère, qui est l'autrice avec Raphaël Larère en 1997 du bon usage de la nature, mais aussi de penser et agir avec la nature en 2015. Le pire n'est pas certain, et c'est sur l'aveuglement catastrophisme en 2020, et plus récemment écoféminisme en 2023, et bien d'autres. Nous sommes aussi avec Irène Félix, ingénieure agronome, présidente de la communauté d'agglomération de Bourges, qui est récemment élue capitale européenne de la culture pour 2028, si je ne dis pas de bêtises. Et avec Clément Bollinger, paysagiste concepteur, cofondateur avec Simon Lacour de l'atelier Codex. Vous êtes lauréat du palmarès des jeunes urbanistes, et vous réalisez des études auprès des collectivités, notamment avec une grande sensibilité particulière aux écosystèmes, et notamment actuellement le plan paysage du territoire du Grand Chambord. 3 intervenants et intervenantes venus de champs disciplinaires différents. Et pour nous, cette diversité disciplinaire, mais aussi cette diversité de pratiques, nous permet d'avoir une diversité de regards, d'expériences sur les questions qui vont être appréhendées dans nos débats. Alors on a demandé, avant de commencer, avant d'entrer dans ces 2 axes, on a demandé à nos intervenants et intervenantes de contribuer à cette introduction en nous y apportant un extrait de texte qui ferait écho à la thématique de la table ronde. Ces textes, ces petits extraits, c'est une matière collective qui va venir alimenter nos échanges à venir, et je précise juste que nous pouvons avoir ces extraits de texte, les 2 axes, et puis on conserve une dizaine de minutes pour 3-4 questions à la fin du public, une fois qu'on aura toute cette matière qu'on pourra articuler, mobiliser dans les questions. Madame Félix, Monsieur Bollinger, Madame Larère, merci de votre présence, d'être avec nous. Et j'en profite, fin de l'introduction, pour remercier encore très chaleureusement toutes les équipes qui ont permis de mettre en œuvre cette biennale, cette journée de débat, ces expositions, et tout particulièrement Grégoire Bouzoulier, que je ne vois pas, mais que je remercie particulièrement. Madame Félix, la parole est à vous. Merci de votre invitation, merci à l'un et l'autre de votre présence. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis avec vous. Alors, je me suis demandé ce que j'allais citer au début, et je me suis souvenue, il y a quelques années, il y avait un président de conseil général dans un département très proche du mien, la Nièvre. Il y avait à son cabinet un poète, parce qu'il pensait que c'était important de pouvoir introduire ces réunions publiques par un poème. Et travailler sur les questions de projets territoriaux, de projets de développement local. Et il citait souvent ce poème de Pessoa, dont je vais vous lire quelques vers, et pardon, je ne suis pas actrice. Le Tage est plus beau que la rivière qui traverse mon village. Mais le Tage n'est pas plus beau que la rivière qui traverse mon village. Parce que le Tage n'est pas la rivière qui traverse mon village. Le Tage descend l'Espagne et le Tage se jette dans la mer au Portugal, tout le monde sait ça. Mais bien peu savent quelle est la rivière de mon village, et où elle va, et d'où elle vient, etc. Derrière ces quelques vers, ou avec ces quelques vers, peut s'ouvrir la réflexion sur finalement ce qui fait la cohésion, ce qui fait le projet d'un territoire, à la fois des imaginaires partagés, à la fois la place qu'on fait à cette nature qui nous traverse, des sons, des lumières, des flux aussi, parce qu'une rivière, ça ne s'enferme pas, et que donc ce territoire, il est traversé par ceux qui viennent et ceux qui en partent. Voilà, et peut-être que habiter des villes et villages vivants, c'est peut-être se demander quelle place on fait à la rivière et comment on laisse la rivière chanter.
Merci beaucoup, Madame Félix. Est-ce que Clément Bollinger, vous voulez poursuivre? Alors, ça va être moins poétique. Donc moi, j'avais choisi un texte de Geneviève Michon, qui est ingénieure agronome, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Agriculteur à l'ombre des forêts du monde ». Et donc, la phrase que j'ai choisie dans son livre, c'est « Ne pourrait-on un jour, grâce à une science et à des techniques pensées différemment, envisager des systèmes domestiqués hautement productifs, mais intégrant les arbres, jusqu'à parfois ressembler à une forêt. Une forêt dont les composantes seraient soigneusement sélectionnées et améliorées pour répondre aux divers besoins des sociétés, et dont l'écologie parfaitement comprise serait mise à profit plutôt que maîtrisée. » Alors c'est vrai que cette phrase, moi, elle a inspiré la création de l'agence en 2015, parce que ce que j'y dis, c'est une vraie cohabitation entre l'homme, un écosystème complexe qui va de la canopée jusqu'à la litière, au sol, et qui permet de respecter la nature tout en produisant des ressources pour l'homme. Donc nous, c'est l'approche qu'on a à l'agence et c'est ce qui conduit nos travaux. Voilà, c'est aussi une forme d'hybridation qu'on a pu évoquer depuis ce matin. Merci. Merci. Alors, mon voisin Clément a pris la forêt comme façon d'aborder la ville. J'ai choisi d'aborder la question d'habiter à partir d'une phrase de l'anthropologue Philippe Descola, que vous connaissez tous, je pense, hein, l'auteur de Par-delà nature et culture, pour la phrase même, et puis pour le contexte dans lequel elle a été prononcée. Donc, c'est dans une intervention de Philippe Descola, il y a pile un an, c'était le 3 octobre 2023, et c'était un ensemble d'entretiens mis en place par des architectes, hein, avec un thème général qui était l'idée « Nous n'avons qu'une seule terre, que deviennent les projets d'habitat ». Donc je me suis dit, ça se recoupe. Et Philippe Descola, qui intervenait dans une séquence des entretiens débat qui traitait du vivant dans les milieux habités, donc on trouve bien le même sujet, avait donné une définition de qu'est-ce qu'habiter, que je vais vous donner, puis je vais vous expliquer pourquoi elle me paraît bonne pour entamer la discussion d'aujourd'hui. Philippe Descola était donc arrivé en disant « Habiter n'est pas bâtir, c'est cohabiter avec d'autres vivants au sein d'un même milieu. » Alors, je trouve ça en parfaite résonance avec notre séance d'aujourd'hui, d'une part, parce que, comme il a été fait référence à Heidegger au début, hein, Heidegger c'est celui qui dit habiter n'est pas bâtir, donc on se trouve dans cette référence à Heidegger et l'habiter. Et si j'ai bien compris, tous les élèves architectes connaissent ce texte de Heidegger, mais ce qui était remarquable, c'est que Descola le détournait de façon très disruptive, comme on dit, du sens que lui donnait Heidegger. Parce que, d'une part, bon, habiter, Philippe Descola, vous savez, c'est un anthropologue, il a travaillé, il a fait sa thèse sur une population Zivago, d'Achuar, en Amazonie brésilienne. Et pour les gens, les populations qu'il a étudiées, habiter, c'est pas bâtir. Dans la forêt amazonienne, habiter, c'est pas bâtir. Habiter, c'est cohabiter avec d'autres vivants autour du fleuve, et donc étudier l'habiter des Achuars, c'est pas étudier le monument, c'est trouver des traces, hein, qui montrent d'ailleurs que la forêt amazonienne n'est pas cette forêt vierge dont on a voulu qu'elle soit, hein, mais que c'est une forêt habitée, cultivée, où les humains, depuis des milliers d'années, coexistent avec d'autres vivants. Donc, première, plus qu'un pas de côté, hein, mouvement de côté, du côté de la diversité culturelle.
Et puis, quand on se met, on se rend compte que pour les hachoirs, c'est ce qu'explique très souvent Descola, pour les hachoirs, il n'y a pas d'un côté les humains et de l'autre côté la nature. Hein. Il y a un même langage, une même façon de parler de l'animal qu'on a attrapé, de son voisin. Et donc, il n'y a pas de raison de faire de différence entre, enfin, de séparer en deux groupes, les humains et les non-humains. Hein. Il y a bien, hein, habiter n'est pas vrai, c'est cohabiter avec d'autres vivants. Donc là, de nouveau, rupture avec Heidegger, parce que Heidegger, le texte de Heidegger sur bâtir, habiter, bâtir, etc., c'est pour dire habiter le propre de l'homme. Ce que Descola, avec sa définition qui a l'air très simple, mais qui en fait ouvre des voies extrêmement nouvelles, c'est que non, habiter n'est pas le propre de l'homme, au contraire, habiter est ce qui rapproche les vivants, et c'est pourquoi on ne parle pas tellement d'habiter. Si vous regardez un peu, vous vous rendez compte que partout on se met à parler de cohabiter. On cohabite, on habite ensemble avec d'autres humains, non humains, autres qu'humains. Et donc, ce que je trouve très bien dans la phrase de Descola, c'est pas un universel de surplomb, hein, c'est cet universel latéral dont parlait Merleau-Ponty quand il faisait un rapport pour que l'existence est une chaire au Collège de France. Donc voilà la définition que j'ai choisi de vous présenter. Merci beaucoup Catherine Larère. Alors cet argument va être difficile, je l'annonce, parce qu'on a 3 invités qui ont beaucoup de choses à raconter et on doit absolument terminer à 16h, donc je vous prie de m'excuser par avance si on... merci beaucoup. Bon, vous avez un petit peu fait connaissance avec nos 3 invités. On va donc maintenant passer au premier axe, notre première question collective, qui est finalement où en est-on de la mise en place de cette question de la présence du vivant en ville. Alors en ville, on est bien d'accord qu'on élargit à toute situation urbanisée, donc on parle aussi de villages ruraux, on parle aussi de zones périurbaines, de banlieues, etc. Et on va pour ça essayer avec nos 3 intervenants successivement d'explorer un peu cette question pour essayer de comprendre comment cette question a émergé, où on en est aujourd'hui, quels sont finalement les mots qu'on partage, les points de vue ou les questionnements qui se montent selon donc, nos 3 points de vue différents. Donc on va commencer avec Irène Félix. Finalement, quand on parle de cette question de la présence du vivant en ville, avec notamment ce terme, comment interprétez-vous cette question, notamment depuis votre expérience dans l'action publique, et peut-être n'hésitez pas à questionner aussi les mots eux-mêmes. Oui, alors vous dites ça parce que quand on a eu un échange en amont, je ne devais pas être très réveillée à ce moment-là, je vous ai dit, mais enfin, habiter des villes et des villages vivants, de quoi vous voulez qu'on parle? Est-ce que vous voulez qu'on parle de villes et de villages animés, c'est-à-dire du bruit, de la lumière, un bistrot, ou est-ce que, manifestement, c'est pas de ça que vous voulez qu'on parle? Donc, on a eu cet échange un peu provoquant ou provocateur de ma part, parce que, en fait, en disant ça, je me posais aussi d'entrée de jeu la difficulté qu'on peut avoir parfois dans le débat public, dans le débat avec les citoyens, pour réinterroger des façons de penser ce qui est agréable à vivre, ce qui est bien à vivre, ce qui est pratique à vivre, et qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus respectueux du vivant. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point sur lequel je vais envie de réagir, c'est finalement comment on perçoit cette cohabitation avec le vivant. L'atelier d'urbanisme de la ville de Paris a sorti cet été un atlas de Paris que je trouve sympa comme tout. Et il y a notamment une carte, alors j'ai pas ça à Bourges, une carte de la densité des chats à Paris. Et je trouve ça rigolo, je trouve ça sympa. Et c'est un rapport aux animaux qui est particulier, qui est illustré par cette carte de la densité des chats à Paris. On pourrait peut-être, avec du coup une réaction différente,
se dire que peut-être qu'en face, il y a la carte de la densité des rats à Paris. Ça peut arriver. Nous essayons de faire admettre et de valoriser la présence d'êtres vivants dans l'agglomération en invitant les gens à nous aider à construire un atlas de la biodiversité dans le territoire de l'agglomération, y compris dans les parties les plus urbaines de ce territoire de l'agglomération. On a par exemple des faucons cresserelles sur la cathédrale ou un certain nombre d'espèces particulières. Donc autrement dit, comment est-ce qu'on se réapproprie ces espèces qui paraissent être étrangères à notre espace urbain pour les revaloriser, pour se les réapproprier, pour les réadopter. Je fais en ce moment des tas de réunions publiques pour inviter les gens à faire du compostage. On a besoin de travailler autrement sur la gestion de nos déchets. Et le rapport des gens avec ce vivant qui est le processus de compostage, avec les petites bêtes, avec les champignons, avec les petits moucherons qui se promènent et les asticots, c'est intéressant parce que c'est aussi un rapport qu'on a encore ou qu'on a perdu avec le vivant, et une compréhension aussi de comment ce vivant participe à un cycle plus global sur le territoire. Et puis dernière idée, je vais essayer d'aller vite, c'est de dire que et ça va être je suis président d'une agglomération, donc forcément j'ai un regard attendri sur chacune des 17 communes de mon agglomération. Celles qui sont patrimoniales, urbaines, culturelles, un peu sûres d'elles-mêmes, comme la ville-centre, hein, toutes les villes-centres, et puis les villages ruraux qui sont pliés sur leur ruralité, et puis toutes ces zones pavillonnaires qui sont aimées ou mal aimées, mais qui finalement sont celles qui ont cru au sens qui ont grandi. Et en fait, le rapport à la nature n'est pas du tout le même dans ces différents territoires. Et par exemple, ces zones pavillonnaires qui sont aujourd'hui très critiquées, très stigmatisées, sont des secteurs où les gens se pensent proches de la nature. Parce qu'ils sont allés habiter en bordure de la forêt, ils sont allés habiter en bordure des champs, et ils ont à la fois un rapport de proximité avec la nature, et en même temps dans un espace qui est terriblement artificialisé, et qu'ils ont terriblement artificialisé, y compris dans leur propre jardin dans un certain nombre de cas. Et donc il y a cette espèce d'ambivalence qui, à mon avis, mérite mieux qu'une condamnation ou une stigmatisation, parce que c'est quand même à partir de ces zones-là que, par exemple, on peut faire du compostage plus facilement, parce que malgré tout, il y a un lien avec ce cycle du vivant qu'ailleurs. Donc il y a quelque chose là qui mérite peut-être d'être retravaillé dans le rapport entre les formes d'habitat et les vivants. Et je cite un autre contexte qui me paraît être très intéressant et qui peut vous intéresser, en particulier les étudiants, c'est que nous avons à reconquérir des friches urbaines et qu'il faut réinventer complètement la place de la nature dans ces friches urbaines, qu'il faut recréer la nature sur souvent un tas de gravats, et que on est là dans un contexte particulier où la recréation de cet espace vivant est nécessaire dans des perspectives qui sont assez différentes finalement de celles qu'on a connues jusqu'à présent. Voilà ce que j'avais envie de mettre sur la table. Merci beaucoup Clément pour justement par rapport à votre expérience professionnelle. Je crois qu'il y a un certain nombre de projets dont vous pourriez nous parler. Alors on en a sélectionné certains dans le cadre de cette table ronde. Comment vous, depuis votre pratique de paysagiste, constatez-vous une évolution dans les représentations du vivant? Et est-ce que votre action, peut-être dans un projet en particulier, je crois que vous avez notamment un exemple à Montpellier, peut aider à faire évoluer ces représentations? Effectivement, l'exemple de Montpellier pour nous est intéressant. C'est un projet d'agriparc sur 150 hectares, donc sur l'ouest de Montpellier,
les élus, avant d'être élus, s'étaient engagés en fait à déclasser 70 hectares de terre à urbaniser pour faire cet agriparc. Donc ils ont été élus, ils ont engagé un dialogue compétitif qu'on a remporté, et quand on l'a gagné, ce dialogue, vous avez le plan du secteur. Donc nous, on avait gagné en insistant sur le fait qu'il y avait une mosaïque naturelle, agricole et forestière sur laquelle s'appuyer. Et puis dans le même temps, les élus avaient engagé un grand programme de 50 000 arbres, le temps du mandat, à planter. Et le maire vient me voir en me disant bon ben voilà, on a regardé les compteurs, et donc là sur ce projet, il faut que vous mettiez 8 000 arbres. On a calculé, vous avez le temps du mandat pour mettre 8 000 arbres ici. Alors je pense qu'il y a une image après. Voilà, donc ça c'est 1 an plus tard. Donc il y a tous les élus, donc il y a le maire-président qui est en costume. On est sur une friche qui appartient à la ville, au cœur du quartier, sous un arbre à palabre. Et c'est un chantier qui s'appelle Les Mains dans la Terre, qu'on a organisé, qui combine la présence des élus avec une exposition présentant le projet, des habitants, des techniciens, des experts et un certain nombre de personnes qui vont venir mettre les mains dans la terre. Et donc dans cet atelier participatif, c'était un chantier qui a duré 2 jours, avec 1 semaine de préparation, on n'a quasiment rien planté. Et donc on a expliqué au maire, écoutez, on pense qu'il y a du vivant, du déjà là sur ce quartier, donc on parlait du déjà là ce matin, et c'est avant toute chose la compréhension de ce déjà là, des systèmes vivants et des dynamiques qui sont en œuvre sur ce secteur, qu'il faut comprendre, qu'il faut éventuellement accompagner à certains endroits, à d'autres endroits totalement laissés, avant de se dire on va planter, aménager, etc. Voilà. Donc là, c'est 1 an de boulot, et il faut arriver à convaincre toute la chaîne que c'est possible d'agir un petit peu autrement. Voilà. Donc ça, c'est un premier témoignage. Et peut-être il y a une image sur, je pense que c'est Alexis Jordan à Villeurbanne, peut-être. Voilà, ici. Là aussi, c'est intéressant, c'est une commande. Alors, Villeurbanne qui nous appelle pour une extension d'un jardin naturel qui a déjà plus de 10 ans d'existence et nous demande d'aménager, donc d'étendre le jardin sur 1500 m². Et c'est un aménagement d'espace vert classique qui est attendu dans le cahier des charges. Et donc là, c'était l'époque où la métropole de Lyon lançait des forêts, des micro-forêts urbaines, méthode Miyawaki. Et là, on se dit, bon, c'est un peu provocateur, c'est un pied de nez, mais on a dit, ici, on fait un projet 0 plantation. Donc c'est un îlot de régénération naturelle, ça coûtait 3 fois moins cher, on a divisé le budget par 3. Et donc les troncs que vous voyez, c'est que des coupes d'éclaircies de la ville de Villeurbanne, et à l'intérieur, c'est des semences villeurbanaises qui vont se disséminer dedans. Alors au début, les élus nous ont dit, mais ça va être un roncier là. Donc on a dit, bah oui. Ils ont dit, vous êtes fous. On a dit, bah non. Le roncier, la ronce, c'est le berceau du chêne. Alors là, il n'y a plus de chêne. Les chênes, ils n'ont plus trop d'avenir, en tout cas les chênes originaux villeurbanais n'ont plus trop d'avenir, c'est plutôt des mycocouliers. Et donc voilà, donc cet îlot de régénération urbain, en pleine ville, c'est un peu anecdotique, on ne peut pas faire ça partout, mais en tout cas, ça nous semblait important collectivement de porter cette idée. Ce qu'il faut préciser juste avant de donner la parole à Madame Allaire, c'est que les végétaux spontanés sont plus résistants aussi aux éventuelles crises que les végétaux plantés. Alors tout à fait, c'est vrai que les végétaux spontanés ils choisissent eux-mêmes leur place, leur substrat, donc généralement ils résistent mieux que des végétaux plantés. Donc on a quand même planté à Montpellier quelques végétaux, 90% de pertes, 10% de reprise, il n'y a personne pour arroser, personne pour entretenir, plus de moyens pour la collectivité de suivre les plantations. Et donc, évidemment, pour nous, c'est essentiel. Et il faut planter, il n'y a pas de souci avec ça. Mais les végétaux spontanés sont quand même, a priori, les meilleurs pour choisir leur place. Donc, si on comprend où ils se mettent, pourquoi ils s'y mettent, et qu'on arrive un peu à sélectionner, c'est pour nous le début du travail. Voilà. Merci beaucoup. Catherine Larère, par rapport à la mise en place de cette question, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu notamment sur la question de la protection des autres vivants? D'où vient cette idée de protéger des écosystèmes? Quelle forme a pris cette protection? Alors, moi surtout dire à quel point, dans des milieux urbains, elle est nouvelle, et à quel point ce qui a été présenté par les 2 intervenants précédents va à contre-courant de tout ce qui a été l'histoire de l'urbanisation, disons, depuis le Moyen-Âge. C'est-à-dire
bon, si on repart de ce que raconte Michel Pastoureau, un historien à la fois des couleurs et des animaux, au Moyen-Âge, un fils du roi de France qui est à Paris, qui est sur les hauteurs de Paris et qui revient de chasse, est renversé, jeté à terre par un porc qui déboule la rue, une sorte de cloaque à toute vitesse, et il meurt. Bon. Toute l'histoire de la ville après, c'est que ça serait plus possible. Hein. Et si on prend toute l'histoire de la ville depuis des villes, alors, bon, je prends en référence à Paris, mais on pourrait prendre d'autres villes, c'est petit à petit l'expulsion des animaux, hein, comme je disais, cohabiter avec d'autres vivants dans un même milieu, c'est ça encore la ville du Moyen-Âge. Mais c'est de moins en moins ce que devient la ville au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe, ou la densification dont on a parlé tout à l'heure, les transformations aussi de la technique. Hein. Si vous pensez que la ville au XIXe siècle, Paris au XIXe siècle, est plein d'animaux, parce que c'est les animaux qui tirent les voitures, donc il y a énormément d'animaux qui vont disparaître, il y aura plus les chats. Hein. Il y aura plus de chiens, enfin, les chiens on les tire en laisse, hein, les chevaux il y en a de moins en moins, les ânes, etc. Donc c'est une ville qui se vide, hein, si vous partez de ma définition de départ, que humains et non humains, ils habitent tous. Ben, les habitants non humains, finalement, ce ne sont plus que des passagers clandestins. Il y a eu un très bon documentaire sur les animaux à Lyon, où on se rendait compte qu'en fait, des rats, mais pas seulement des rats, il y a des renards à Paris, il y a une quantité d'animaux, mais on ne les voit pas. Si on était tellement étonnés pendant le Covid, où on a vu devant la Comédie Française 7 ou 8 canards qui se promenaient, c'est que d'habitude on ne les voit pas. Hein. Et voilà. C'est que d'habitude, ben, ils ne sont pas là. Parce que, non pas qu'il n'y en ait pas, mais je dis, c'est les passagers clandestins. Et donc tout ce que vous décrivez, hein, de reprendre du vivant dans la ville, et l'idée de protéger le vivant dans la ville, c'est extrêmement récent. Hein, parce que la protection de la nature, ben, on fait ça dans ce que les Américains appellent la wilderness, hein, ou dans des grands espaces hors des villes, avec une opposition, les villes contre nature. Et donc reprendre conscience que ben, la ville, il y a toutes sortes de vivants, et que pour beaucoup de vivants, pour un rat ou un pigeon, bah, artificiel ou pas artificiel, c'est son terrain, hein, il ne se demande pas, il ne se dit pas, ah non, c'est pas un vrai arbre, ça il n'y fait pas, il y va. Hein. Et donc, ça demande, je crois, véritablement un changement de regard pour penser à des forêts en ville, pour penser à Genève, à un parc naturel à l'intérieur de la ville. Donc, c'est vraiment une rupture. Voilà. Merci beaucoup Catherine Larère. Je vous propose que l'on passe au deuxième axe et qu'on conserve un temps pour les échanges. Alors avec ce deuxième axe, on a souhaité interroger les négociations à l'œuvre pour penser des cohabitations entre humains et autres qu'humains. Une négociation, c'est un processus de communication et d'échange entre au moins deux parties dont l'objet concerne l'organisation d'une relation ou le règlement d'une problématique entre celles-ci. Ça nécessite une détractation, de la diplomatie, des discussions, des pourparlers et bien d'autres. Alors quelles sont les modalités de ces négociations quand il s'agit des cohabitations entre humains et autres qu'humains dans la ville et dans les villages? Quels sujets, quels conflits, quels problèmes est-ce que cela concerne? Et surtout, qu'est-ce que ces négociations déplacent? Qu'est-ce qu'elles mobilisent et qu'est-ce qu'elles décentrent? Je vous propose que l'on commence avec vous, Clément Bollinger. Vous, dans votre pratique de paysagiste concepteur, comment êtes-vous confronté à cette question de la négociation et comment en faites-vous une part de votre pratique? Alors, négociation, c'est peut-être plus de la médiation dans notre métier maintenant. Mais c'est vrai que, alors voilà, Mathieu Delorme parlait ce matin des démarches ateliers des territoires, faire de l'eau une ressource pour l'aménagement. Nous, on a travaillé avec la communauté d'agglomération d'Épinal sur 40 km de rivière, la Moselle, pour que les élus se réapproprient cette rivière, en tout cas comprennent son fonctionnement et ce qu'ils avaient engagé depuis des décennies
pour essayer de la dompter d'une certaine manière. Donc là, la semaine dernière, j'étais à Épinal, ça continue, donc c'est 8 ans de négociation, avec le maire, avec le président de la communauté d'agglomération, avec les services de l'État, avec l'agence de l'eau, pour parler de 3 km, donc je pense que c'est la diapo d'après, voilà, 3 km à renaturer de la rivière en centre-ville, il n'y a plus de lits mineurs, plus de lits majeurs, l'eau chauffe à une vitesse incroyable, tous les organismes vivants crèvent en quelques jours dans les périodes caniculaires, et après, souvent, il y a une grosse crue là-dessus. Donc du coup, on négocie, c'est de la GEMAPI, mais pas que, c'est de la renaturation du fond vert, mais pas que, puisqu'on remonte en fait sur les bords de Moselle, on négocie avec le maire la requalification de tous les espaces publics imperméables qui sont attenants à cette rivière. Et donc là, voilà, c'est essayer de refaire prendre conscience aux élus et puis aux habitants du fonctionnement de la rivière, d'arriver à porter un regard. Alors, je disais que c'est de la médiation, parce qu'il faut donner des perspectives et apporter des solutions quand même. Enfin, il ne s'agit pas juste de porter un regard critique sur 40 années de pratique. Il faut quand même être extrêmement positif sur ces questions-là. Et le regard change, mais c'est une négociation quand même permanente. Donc voilà. Et puis dans les solutions qu'on amène, le maire, on lui dit vous avez un parc naturel inondable dans le cœur de votre ville qui représente 13 hectares. Et peut-être que pour votre prochain mandat, si vous représentez, c'est un discours qui peut avoir du sens et qui trouvera un écho. Voilà. Donc c'est un peu ça la négociation. Et puis je crois qu'il y a une autre image, voilà, alors ça c'est encore à Villeurbanne, le parc de la Fessine, un parc naturel urbain très vieux, enfin très vieux. Il y a déjà des gens qui travaillaient, donc l'agence ILEX qui avait créé de manière assez novatrice ce parc en pleine ville, et sur lequel on intervient pour un plan de gestion, parce qu'il y a un abaissement de la nappe du Rhône, un dépérissement de tous les peuplements et de tous les écosystèmes du parc, couplé à une surfréquentation, parce qu'il y a 3 fois plus de gens qui vont dans ce parc, et notamment depuis le Covid. Et le maire, en fait, il n'y va jamais. Donc il y a une photo, voilà, vous le voyez, il est en haut. On lui présente les modalités de gestion proposées. À droite, il y a un troupeau de moutons, parce qu'en fait, donc il y a des problèmes c'est comme toutes les collectivités, il n'y a plus d'agents, il n'y a plus de moyens, c'est compliqué pour travailler. Donc on a un troupeau de moutons qui est là pour faire de l'éco-pâturage et montrer qu'il y a des modalités de gestion qui peuvent être trouvées un petit peu autres. Et là, la négociation avec Villeurbanne, c'est monsieur le maire, il faut acheter un tracteur. Un tracteur avec un broyeur forestier, avec une faucheuse. Parce qu'aujourd'hui, les 2 agents qui entretiennent le parc, ils ont une tondeuse, ils poussent la tondeuse, ils font de la gestion différenciée selon un plan de gestion, et c'est pas adapté pour un parc naturel urbain de cette surface qui fait plus de 50 hectares. Donc là, ils sont en train d'acheter un tracteur. Donc ça, c'est de la négo. Je suis super content, c'est la première collectivité à qui j'arrive à faire acheter un tracteur avec un broyeur. Et du coup, qui dit broyeur, parce qu'il y a plein de bois morts, donc il fallait broyer les bois morts, il fallait surtout les faire disparaître parce que ça peut tomber sur les gens, etc. Donc là aussi, une négociation, il faut garder plein de bois morts, c'est extrêmement important. Et puis, autre négociation, oui, parce que c'était ça aussi au début de la commande, premier épisode caniculaire, ce qui reste vert, c'est les végétaux invasifs. Les élantes, les robiniers, la renouée du Japon, tout le reste c'est jaune. Et nous, dans la commande, on nous dit il va falloir éradiquer les invasifs du parc de la Fessine. Donc dans le plan de gestion, vous trouvez toutes les modalités pour éradiquer ça. On l'a chiffré, c'est 2 millions d'euros. Le tracteur, c'est 200 000 euros. Voilà. Donc la négociation, elle s'est aussi faite là-dessus. Merci beaucoup Clément Bollinger. Catherine Larère, il y a une notion dont vous nous avez parlé quand on a échangé pour préparer cette table ronde, qui est l'idée de continuité, qui fait écho au questionnement notamment d'une jeune génération. Alors je vois l'amphithéâtre qui est plein d'étudiants et d'étudiantes en école de paysage ou en école d'architecture, pour lesquels la question du projet est abordée de manière un peu différente. On n'est plus dans plus tout à fait, alors là je caricature un peu, mais dans l'idée d'un projet magistral et viril et total, mais dans l'idée aussi de regarder et d'enquêter sur ce qui existe, et pourquoi pas que le projet ce soit de réparer ou de continuer d'entretenir ce qui existe. Est-ce que quelque part on pourrait dire qu'il s'agit d'une négociation avec le monde d'avant, le monde de l'hypermodernité, pour reprendre le terme de Valérie Jousseaume de ce matin? Est-ce qu'il s'agit de négocier avec ces modalités d'un monde et d'une
modernité qui est derrière nous et de repenser des modalités de projet qui seraient plus dans une action par petites touches, de continuité, de réparation, plutôt que d'action radicale et magistrale. Je dirais, oui, pour dire à peu près ce que vous voulez dire, moi je ferais peut-être la différence entre produire et reproduire. C'est-à-dire que le monde de la modernité, c'est le monde qui est dans la production, dans la construction, dans aller toujours plus loin, qui est typiquement le monde urbain. Hein. On fait grandir, on est sur des... si on est aux États-Unis, on détruit, on reconstruit, on est sans arrêt dans la croissance. Or, je pense que le monde d'aujourd'hui, d'après la modernité, et pour s'inspirer de ce que dit Clément, qui part de ce qu'il y a déjà. C'est un monde où la question n'est pas celle de produire plus différent, c'est reproduire, c'est-à-dire qu'on ne peut produire que s'il y a continuité de ce qui existe, hein, qui est ce travail pour lequel on fait continuer les choses. Bon, et vous avez cité mon livre sur l'écoféminisme, et c'est là, je dirais, qu'on passe d'un point de vue masculin de la création, de la construction, de faire toujours du nouveau, au point de vue qui est le point de vue non pas pour des raisons naturelles, mais généralement on laisse aux femmes, qui est de faire en sorte que le monde continue pour qu'on puisse faire autre chose. Hein, là aussi, il y a eu une leçon du Covid qui a été clairement tirée. Qu'est-ce qui a fait que tout s'est pas effondré, finalement ça a continué? C'est tous les travailleurs de la continuité, de faire de ceux qui apportent à manger tous les matins dans les villes, qui nettoient, qui soignent, bon, tout ce qu'on appelle un mot anglais qu'on n'a pas traduit, le travail care. Prendre soin, de faire en sorte que la vie continue. Donc c'est pas tellement de la conservation, de la protection, c'est faire en sorte que le monde continue. Et là aussi, c'est pas par nous tout seuls les humains qui continuent, c'est par l'ensemble des vivants et les négociations, hein, c'est ce partenariat qu'il y a entre tous les vivants pour que simplement la vie puisse continuer, qu'on ne se contente pas de produire, mais qu'on assure la reproduction, ce qu'on appelle la soutenabilité ou la tenabilité, me semble-t-il. Et c'est là que l'important, là encore il y a une sorte de renversement de tendance, l'important c'est pas comme on a fait depuis le temps urbain de la modernité, qui était cette ville qui expulsait tous ses vivants, d'une façon ou d'une autre, qui se laissait envahir par des vivants, mais qu'elle renvoyait au statut de clandestin, elle importait de l'exotique à l'intérieur de la ville, et donc il y avait les parcs, il y avait les zoos, etc. Et le renversement de la tendance, c'est que la ville ne soit pas un lieu qui enclôt du vivant à son intérieur, mais qui s'ouvre pour continuer à être traversé par le vivant. Hein. C'est ces trames de toutes les couleurs, hein, bleu, vert, brune, qui sont des villes ouvertes sur la continuité et qui est absolument nécessaire, c'est quelque chose dont on va parler, je pense qu'il faut quand même en parler. Nous sommes dans un monde, sur une terre, où plus de la moitié des terriens, ils sont urbanisés. Hein. L'urbanisation est la condition dominante, si bien que ça n'a plus grand sens de parler d'opposition rurale et de l'urbain. Donc dans un monde où il y a de plus en plus de villes, il faut que la ville soit ouverte sur ce qui peut encore la traverser. Merci beaucoup Catherine Larère. Irène Félix, quand on a échangé, une question s'est posée, qu'on a un peu abordée ce matin, c'est celle des imaginaires. Des imaginaires à mobiliser, à faire bifurquer, ou en tout cas à construire ou reconstruire pour justement pouvoir mettre en place certaines actions et pouvoir renverser le regard de certains habitants sur certaines actions qui peuvent être vues comme étant des dégradations de la ville, alors qu'en fait ce sont juste de nouveaux langages qui s'expriment, et je pense que vos exemples rendront mon propos un peu plus clair. Oui, quand on est élu,
on a la responsabilité de mettre en place un projet en respectant ce que les électeurs nous ont demandé de faire, mais en respectant aussi l'acceptabilité des choses et en l'accompagnant. En fait, en matière de transition écologique, tout l'enjeu, c'est de rendre pas simplement acceptable, mais désirable un certain nombre de changements, c'est de montrer en quoi ils sont désirables. Et puis, c'est peut-être parce que c'est nécessaire de partager avec celles et ceux qui vivent un territoire la fierté d'avoir participé à ce mouvement-là. C'est pas si simple en vrai. Je reprends un exemple que je vous avais donné, c'est surtout dans une période où les gens sont très sensibles, avec l'impression que on n'est pas attentif à leurs difficultés et à leurs priorités. Vous n'entretenez plus les trottoirs. On a les chaussures sales tout le temps. Moi, je ne peux pas aller au travail avec des chaussures sales. Et puis, quand mes enfants rentrent, je suis obligée de faire pourquoi le ménage, la lessive ou le reste. Je paye mes impôts comme les autres. Mes trottoirs doivent être nettoyés, enfin propres, comme les autres. Ça, c'est en gros le discours qu'on a beaucoup et qui témoigne d'une forme de mal-vivre dans une société. Vous nous abandonnez, c'est bien un signe de plus que l'action publique ne va pas jusqu'à moi et que l'action publique ne s'intéresse pas à moi. En fait, on a déjà fermé la poste, on n'a pas de médecin, il n'y a plus de, je sais pas quoi, on a fermé une classe, et en plus, vous n'entretenez plus les trottoirs. Et ça, c'est le bout du bout. C'est le bout du bout. Vous n'entretenez plus les trottoirs. Et je vous assure que c'est pas... Enfin, je force pas le trait. Hein. Tous les élus savent qu'on a ça. Hein, de façon très importante. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire rêver les gens de ce trottoir non entretenu? Comment on arrive à réexpliquer le cycle de l'eau? Comment on arrive à partager une ambiance climatique qui va être plus agréable parce qu'il y aura de l'herbe? Comment on arrive à reparler, à faire rêver des fourmis et des coccinelles qu'on va trouver sur le chemin en rentrant chez soi? Pour moi, c'est un point important et ça fait partie de cette négociation. Comment on négocie le passage de... alors ça, j'ai l'impression qu'on a réussi. Je ne sais pas par quel miracle on a réussi. Je dis on, c'est très collectif. Hein. Mais comment on a réussi à rendre désirable la cour d'école désimperméabilisée et le fait que les enfants, ils rentrent, ils sont sales, quoi. Et c'est ce mouvement-là qu'il faut qu'on accompagne, qu'il faut qu'on partage à l'échelle de la société, et qu'il faut que des gens qui ont du talent nous aident aussi en projetant des images, en projetant des imaginaires à faire partager. Nous travaillons aujourd'hui un autre défi. Moi, j'habite un territoire où l'eau est rare. Alors, parfois, elle est trop abondante et parfois, ça déborde, mais elle est surtout rare. Et il est très important qu'on restaure le cycle de l'eau, qu'on restaure les capacités d'infiltration d'eau dans le sol pour recharger les nappes, pour permettre à nos rivières de continuer de chanter, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, il y a vraiment un travail de déconnexion des réseaux d'eau pluviale pour que chacun, pour que nous, dans l'espace public, on aide l'eau à s'infiltrer, mais aussi pour que chacun aide l'eau à s'infiltrer dans son terrain. Et on est en train de travailler avec les collègues et les services à l'idée d'avoir une espèce de défi des jardins de pluie, quoi, d'associations de propriétaires de jardins où l'eau s'infiltre pour qu'il y ait des échanges d'expérience, pour qu'il y ait une forme de fierté de faire ensemble ce mouvement-là.
et pour que petit à petit, ce soit des choses qui soient partagées à l'échelle d'un territoire. Donc c'est le réseau des jardins de pluie sur lequel on voudrait arriver à travailler. Je ne sais pas si on va y arriver, mais peut-être que si. Peut-être que si, parce que c'est un mouvement qui me paraît être un mouvement très important. Et puis plus largement, et je termine sur ces questions liées à l'eau, parce qu'elles sont très chères. Je suis par ailleurs vice-présidente du comité de bassin Loire-Bretagne. Nous étions ce matin à Orléans pour démarrer une étude sur, alors c'est un nom bizarre, hein, une étude d'hydrologie, milieu, usage et climat, une étude sur finalement l'hydrologie de l'axe de la Loire, de l'amont jusqu'à l'aval. Derrière, il y a des enjeux de partage de l'eau, enfin d'usage de l'eau, de partage de l'eau, mais il y a surtout des enjeux de compréhension des grands cycles de l'eau dans le milieu, et donc des enjeux sur ce fleuve qui traverse les différents territoires, et quelle place il va avoir, et quelle part de vivant il va transporter avec lui. Et je pense que derrière ça, il y a des négociations très, très fortes, très lourdes, potentiellement conflictuelles, mais il faut qu'on arrive à déconflictualiser ça en ayant des lectures partagées, en ayant une compréhension, une connaissance partagée des choses. Et il y a des enjeux très importants pour négocier justement la place qu'il reste au milieu, au grand cycle, et donc à ce patrimoine commun que nous avons autour de l'eau. Merci beaucoup. Je vous propose que l'on passe la parole au public. Si vous avez des questions, des remarques. Alors comme on a assez peu de temps pour les questions, idéalement assez courtes, est-ce que quelqu'un a une question? Oui. En vous écoutant et en écoutant Monsieur le Préfet et Christophe avant, un témoignage sur ces sujets. Alors, je suis élu du Vendômois, je préside le SCOT de l'arrondissement de Vendôme. Il arrive que nos populations soient un peu en avance de nous. Et nous attendons, on peut dire, nous attendons au tournant ou autre. Quand on a élaboré le SCOT, on a pris le parti d'une politique de concertation en amont de toute phase pour que ce soit la matière première de nos travaux. Et sur ces questions de transition, de sobriété, de vie, de cadre de vie agréable et désirable. Le but, c'était de dessiner le Vendômois désirable pour les 20 ans qui viennent. On l'a formulé en ces termes-là. Et bien, sur ces sujets, alors qu'ils nous crispent entre élus, je pense que nos populations étaient assez prêtes à cela. Sur l'objectif ZAN, de remarque, il est issu d'une conférence citoyenne. Et puis, Intercommunalité de France a fait un sondage il y a 2 ans. Il y avait 29% des présidents d'Interco qui pensent que leur population était pas favorable à ZAN. Ils ont interrogé aussi les populations, elles étaient 87% favorables à cet objectif. Donc voilà, ça dit quelque chose aussi de cette attention. Et puis, dernière remarque, l'an dernier, au rendez-vous de l'histoire, le comité avait invité Salomé Saké, qui a écrit « Sois jeune et tais-toi », et qui a donné la parole à beaucoup de jeunes de différentes typologies de territoires, et notamment sur cette peur liée aux questions climatiques. Et donc, ça interpelle notre responsabilité d'élus et de citoyens. Est-ce que justement il y a une question de quelqu'un qui serait jeune dans la salle? Je pense que on a la chance d'avoir beaucoup de pardon, tout le monde est jeune, excusez-moi. Bonjour, j'ai une question plutôt, bon, je suis un peu jeune quand même si je commence à être un monde professionnel, je suis plutôt du monde de l'urbanisme et on travaille beaucoup en programmation et la programmation c'est quantifier un besoin d'un nombre de logements, surface d'activité économique et je trouve que la question de la programmation du vivant elle n'est jamais trop posée, je ne sais pas si elle doit être posée, peut-être que c'est un peu dangereux de dire ça avec des paysagistes autour, mais de programmer, donc avoir peut-être
Enfin, je trouve qu'on n'a jamais de données d'entrée. Enfin, dans mon domaine de métier, on a des données d'entrée démographiques, etc. On travaille à partir de ça. Et je m'interroge sur la pratique du paysage, enfin, quelles sont les données d'entrée avec lesquelles on travaille et comment nous, mais du côté des collectivités publiques peut-être aussi, hein, comment les urbanistes, les collectivités peuvent anticiper peut-être un besoin de créer du vivant, où est-ce qu'on le met à partir... on n'a pas de données sur le nombre de renards en ville, c'est le genre de jeu, alors oui, bon, alors le nombre de renards, mais peut-être plus globalement la qualité de nos sols, enfin je trouve que c'est une donnée qu'on a moins facilement, qu'on va peut-être moins chercher. Voilà, donc je m'interroge un peu sur la donnée d'entrée, par où elle arrive et comment on la traite après dans nos métiers. Je peux peut-être reprendre l'exemple d'Épinal, puisque souvent on est amené à répondre à des accords cadres de maîtrise d'œuvre urbaine. Alors il y a le mot paysagère qui est arrivé, et puis parfois écologique qui se rajoute. Donc du coup, voilà. Le projet d'Épinal, on l'a retourné dans l'autre sens. À la base, c'était un projet uniquement de renaturation. C'est une commande qu'on a montée un peu tout seul. Hein. C'était de la négo avec les élus, la collectivité. Mais pour moi, c'est de la programmation naturelle, avant tout, urbaine, espace public. Et en fait, je pense que ça commence à répondre à ce que vous dites, mais c'est la première fois qu'on retourne un peu la commande. À Montpellier, c'était un peu la même chose. Alors là, ça venait des élus, c'est eux qui avaient choisi de monter la commande comme ça, mais la vision était peut-être pas tout à fait adaptée à la réalité du site en lui-même et des dynamiques qu'il y avait sur le site. Donc du coup, ils demandaient bien un paysagiste mandataire, il fallait ingénieur agronome, écologue, et finalement l'ingénieur agronome et l'écologue, ils ont très très vite disparu de la circulation parce qu'on fait de la médiation et de la concertation. Et de la programmation urbaine quand même malgré tout. Mais voilà, en tout cas, dans la pratique professionnelle et les sujets qui commencent à nous être de plus en plus confiés, ou en tout cas dans l'oreille qu'on peut avoir d'un certain nombre d'élus, qui sont démunis souvent par rapport à ces questions, à ces besoins, je trouve qu'il y a une nouvelle forme de commande qui commence à émerger, où la question de la nature et du vivant, au sens large, on parlait aussi des sols vivants, là, il y a 2 jours, il y avait un colloque à Paris sur les sols vivants. Ces notions-là commencent vraiment à ressortir de manière plus prégnante, et notamment dans les commandes. Donc j'ai bon espoir qu'on commence à s'outiller, et des outils, je pense qu'il en existe plein. Nous, en tant que paysagistes, on est généralistes, et donc du coup, on ne peut pas être aussi précis qu'on le voudrait sur la récolte des données, la bonne retranscription, etc. Mais la donnée, il en existe, et de plus en plus, c'est presque trop, quoi. Donc voilà, il faut choisir la bonne au bon endroit, au bon moment. Dire que pour exister, on n'a pas forcément besoin d'être quantifié. Peut-être pour compléter, pour dire qu'effectivement, je pense qu'à l'échelle des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, des schémas de cohérence territoriale, la question de la nature des sols devrait devenir, et déjà dans un certain nombre de cas, et devrait devenir une donnée d'entrée importante. Parce que, alors vous savez bien que les villes se sont toujours construites là où il y avait de l'eau et là où la terre était riche. Hein. Donc en fait ça tombe mal, on est toujours mal situé. Mais on peut peut-être essayer malgré tout de prendre cette donnée en compte pour les quelques extensions qu'il pourrait encore y avoir ici ou là. Ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on travaille en fait à la construction, de corridors, au maillage complémentaire et à la complétude d'une trame et de corridors écologiques. Et ça fait partie vraiment des documents d'urbanisme aujourd'hui. Enfin, en tout cas dans l'agglomération de Bourges, c'est une donnée extrêmement importante sur laquelle d'abord nous actons l'existant, mais nous travaillons à compléter l'existant avec des propositions qui sont faites au commun. On fait même ça tellement bien que la région Centre a trouvé une géniale de nous pénaliser pour cela dans les travaux. Petite note amère. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question avant que l'on termine cette table ronde? Oui, je pose une question, c'est une brève considération. Alors, Corrado Bertoletti, je suis architecte, je fais partie de l'équipe du CAUE de la Haute-Savoie qui est en visite aujourd'hui.
Vous avez convoqué tout à l'heure Heidegger à ce débat pour la notion d'habiter. Je vais aller un petit peu plus loin. Je convoque Spinoza qui disait Deus sive natura. Pardon, qui dit l'homme est Dieu est la nature. Peut-être qu'on peut nous considérer quelque chose d'un petit peu différent à la lumière de ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui et dire homo sive natura. Alors, l'homme et la nature, ça paraît peut-être une grande banalité, mais c'est peut-être quelque chose qu'on oublie. On est des êtres vivants dans la nature, et finalement, tout ce qu'on fait aujourd'hui, toutes ces situations, tout ce débat, nous met dans une situation où on oublie cet élément essentiel qui me semble oublié. Alors, c'est... Non, c'est pas l'idée obligée, parce que c'est très commode. On se dit, bon, on s'est très mal conduit, le changement climatique, l'enjeu de biodiversité, etc. Tout ça parce qu'on s'est vu en dehors de la nature. Bon, c'était aberrant. Il ne suffit pas de nous remettre dans la nature pour que tout aille bien. Et c'est pas avec du Deus et du Natura que ça ira mieux. Oui, on fait partie de la nature, mais et après? On était là pour ça. Merci beaucoup. J'ai 2 ou 3 petites choses à vous dire pour la suite, pour que vous sachiez ce que vous faites et où vous allez si vous restez là. Donc, après une petite pause de 15 minutes, il va y avoir des ateliers qui vont commencer alors, normalement à 16h, mais je pense d'ici une petite quinzaine de minutes. Vous allez avoir des étudiants pour vous guider. Je ne sais pas s'ils sont là, mais si certains sont là, n'hésitez pas à venir faire un concours pour qu'on vous identifie. Les étudiants pourront vous guider dans les bonnes salles et à travers les couloirs et les escaliers de l'école qui ne sont pas forcément faciles à naviguer. Ensuite, petite précision, à la fin des ateliers, à 18h15, il y aura un petit temps public de restitution de 3 de ces ateliers, avec un petit verre dans le hall de l'école à nouveau. Et puis en parallèle, dédicace de livres aussi, notamment de Simon Tessou, le conférencier de clôture de ces échanges. Et puis on se retrouve ici même à 19h. Voilà, merci.